viennent les centaines de kilos de cocaïne qui s'échouent depuis plusieurs semaines sur la côte atlantique? Culiacán, Mexique. Que se passera-t-il si ça s'échauffe? Que pensez-vous qu'il puisse arriver? Ici, j'ai filmé le plus grand cartel du monde. Une multinationale du crime spécialisée dans l'économie de la drogue. C'est des gens très dangereux. Ils seront armés et nous serons tout seuls. Alors merci. Depuis la mi-octobre, 763 kilos de poudre blanche ont été récupérés. Une organisation pyramidale de dizaines de groupes armés qui produit de la drogue par tonnes pour la revendre ensuite dans plus de 50 pays. Avez-vous déjà tué quelqu'un? J'ai jamais compté, mais plus d'une centaine. On vend de la marijuana, de l'héroïne et de la cocaïne. Les gens en consomment de plus en plus. Des trafiquants de terrain au top manager, de la base au sommet. J'ai filmé le plus discrètement possible, et souvent seul, chaque strate de cette pyramide dans un seul but, comprendre son économie. Je vais pouvoir interviewer leur boss et filmer la production. C'est la meilleure héroïne qui existe. Vous êtes le premier à voir tout le processus. Chaque année, combien gagnez-vous? Par an, on gagne au minimum 10 à 15 millions. On achète des bâtiments, des terrains, des hôtels, des centres commerciaux. C'est un bon business. C'est les flics. Pour obtenir des infos, j'ai suivi les narcos au plus près, pour les questionner sans cesse sur leur activité. Les militaires arrivent. Courez! Transporter 1 kilo de cocaïne coûte 15 000 euros. Il faut payer le transport aérien, les douanes, la police, Tirabata. Quelle quantité de drogue vendez-vous en Europe? Pour Paris, 1 tonne de cocaïne. La marchandise est en train de s'échouer sur les côtes françaises. 763 kilos au total. D'où peut venir cette drogue? Vous corrompez des autorités publiques européennes? Je ne peux pas répondre à cette question. Je suis Bertrand Monet. Mon métier? Professeur à l'EDEC, une grande école de commerce et de management international. Ici, je ne travaille pas sur les finances ou sur le marketing, mais sur l'économie criminelle. Et comme tous les profs de l'école, j'observe mon sujet sur le terrain, avant de l'enseigner à mes étudiants en amphithéâtre. L'économie du crime, ce sont deux réalités terribles. Un chiffre d'affaires énorme. 680 à 2300 milliards d'euros par an, soit 1 à 3% du PIB mondial. 2, une rentabilité extrême, jusqu'à 8000% pour certains business. Du trafic d'êtres humains à la contrefaçon, il existe des dizaines de business criminels. Mais le plus rentable, c'est le trafic de drogue. Les mafias les plus puissantes du monde dans ce business de la drogue, ce sont les cartels mexicains. 8 organisations qui se partagent le territoire du Mexique, mais qui opèrent dans le monde entier. Et le plus puissant des cartels, c'est le cartel de Sinaloa. Le cartel d'El Chapo. Cette mafia n'est pas un animal exotique. C'est pas juste un sujet de série télé. C'est une multinationale du crime qui produit et qui vend de la drogue dans plus de 50 pays. Vous vous souvenez des centaines de kilos de cocaïne qui sont arrivés sur les plages françaises il y a quelques mois? C'était une livraison du cartel. L'économie du cartel, c'est un business extrême, dont la rentabilité explose à chacune de ces 4 phases. Production, transformation, l'export et la vente. Le plus efficace pour comprendre la réalité de l'économie de la drogue, c'est d'aller observer le cartel de Sinaloa sur le terrain et de suivre son business étape par étape. « 3 ans que j'essaie d'approcher le cartel de Sinaloa, l'une des plus grandes mafias du monde. Mon objectif est clair, comprendre cette entreprise criminelle sur le terrain et rencontrer certains de ses chefs pour qu'ils m'expliquent eux-mêmes
comment le cartel et son business fonctionnent. Ma première étape, c'est Culiacán, la capitale du cartel. Cette ville de 900 000 habitants est son berceau et son siège social. Mais le cartel est une multinationale. À partir d'ici, il opère dans 50 pays, emploie plus de 10 000 hommes et dégage un chiffre d'affaires annuel de 3,5 milliards de dollars. Une fois sur place, j'active mes contacts. Vous me confirmez que cet homme est d'accord pour me recevoir? C'est sûr? D'accord. Donc à quelle heure vous pouvez me prendre? Ok, c'est bien mieux pour nous de faire ça. C'est sûr. D'accord. Aller au contact du cartel peut être très dangereux si les narcos ont des doutes sur moi et craignent que je sois un informateur. S'ils ont accepté de me parler, c'est parce qu'après des années d'approche, ils ont compris que je n'étais pas journaliste, mais professeur dans une grande école. Et que ce qui m'intéressait, ce n'était pas d'observer leurs crimes, mais de comprendre leur économie. Après des jours d'attente, j'ai le feu vert pour rencontrer un groupe important du cartel. Le rendez-vous est fixé hors de la ville. Je dois être très discret. Par sécurité, je pars seul, avec une petite caméra. Je me filmerai moi-même. Et ben là, je suis à une sortie de Culiacán. Et je vais filmer un gros laboratoire du cartel de Sinaloa et interviewer l'un des chefs du cartel qui a accepté de me parler. Voilà, donc c'est un petit peu tendu parce qu'il faut éviter les barrages de l'armée qui sont un peu partout ici. Quelque chose est anormal. Le trajet s'éternise. Au bout de 2 heures de route, 2 pick-up chargés d'hommes en armes nous attendent, au détour d'une piste. Je peux sortir? Oui. À l'arrivée, pas de laboratoire. Je me retrouve dans une carrière isolée. Les hommes armés se mettent en demi-cercle face à moi. Je sens que je dois faire attention à chaque mouvement, à chaque mot. Je comprends qu'avant de pouvoir aller sur un labo, je dois d'abord rencontrer le chef de la zone. Il y a des soldats tout près d'ici. Si vous voulez faire l'interview, si vous voulez qu'on se parle, il faut le faire très vite. Pouvez-vous me donner votre fonction dans le cartel de Sinaloa? Je touche un peu à tout. J'ai quelques responsabilités sur mon secteur et j'exécute ce qu'on me demande de faire. Donc vous êtes le patron de Culiacán. De mon secteur. Que produisez-vous dans votre secteur? Ici, on produit de l'héroïne noire ou du cristal. Et pas de cocaïne? Elle n'est pas fabriquée ici, mais vient de Colombie. La seule chose qu'on fait, c'est la conditionner. Vous conditionnez beaucoup de cocaïne ici? Je peux pas vous dire. J'ai des employés qui s'occupent de compter. Je ne sais pas combien, mais beaucoup. Des tonnes. Beaucoup de gens se font tuer ici? Oui, il y a des morts. Mais il y a toujours des nouveaux arrivants. Il y a toujours des nouveaux qui veulent faire partie du cartel. L'année passée, j'ai perdu 5 hommes. Vous-même, vous avez déjà tué quelqu'un? Je n'ai jamais compté, mais plus d'une centaine. C'est dangereux pour moi de vous rencontrer? Si tu fais quelque chose que tu n'as pas le droit de faire, oui. Mais si tout se passe bien, alors non. Contre qui vous battez-vous? D'autres cartels? Ou la police? Plus souvent les cartels que la police. La police, je préfère les éviter. Ici, c'est interdit de se battre contre la police ou l'armée. Mais s'ils arrivent en nous tirant dessus, alors on n'a pas le choix. Contre quel cartel vous battez-vous? Je ne vais pas répondre à cette question. Je n'en saurai pas plus cette fois. Le cartel est une fédération complexe d'une 50aine de clans qui se partagent le business. Tous obéissent au même état-major et au successeur d'El Chapo. Mais chacun d'entre eux est autonome sur sa zone.
Ce boss voulait me voir avant que je n'aille plus loin sur son territoire. Ok, je pars avec eux. Je quitte la zone avec ces hommes. La menace est claire. J'arrête de filmer. Demain on t'ouvre le labo. Merci. C'est bon, j'ai passé le test. Heureusement, car au moindre doute, à la moindre erreur, ces hommes m'auraient tué. Le cartel est une entreprise. Pour le comprendre, je dois donc commencer par observer la base de son business, la production. Le cartel produit lui-même plusieurs drogues. Marijuana, bien sûr, et différentes drogues de synthèse. Mais je veux observer la production de celle qui est la plus importante dans son ADN. Celle qui a fait sa puissance depuis son apparition dans les années 60 et qui lui rapporte toujours des centaines de millions de dollars. L'héroïne. Pour cela, je dois me rendre dans la Sierra Madre occidentale, au cœur du territoire du cartel. Donne-moi la situation à Santa Fe. On m'informe qu'il y a actuellement une intervention de l'armée. Intervention en cours de l'armée à Santa Fe. Le risque pour les narcos, ce sont les barrages de l'armée. Le cartel a des guetteurs dans toute la ville. Alors avant tout déplacement, on check sur une application de talkie-walkie si la route est claire. Le Waze du cartel. Si on vous demande ce que vous allez tourner, dites que vous faites un reportage sur le corrido, la musique corrido. Ces hommes sont d'accord pour me recevoir aujourd'hui? Oui, si tu respectes les gens comme dans n'importe quel endroit. Que pourrait-il se passer si ça devenait tendu? Eh bien, on revient pas. C'est des gens très dangereux, ils seront armés et nous serons tous seuls à leur merci. Que pensez-vous qu'il puisse arriver? Le pilote m'a dit que vous pouviez filmer sur les côtés de l'appareil. Mais son visage surtout pas. Il m'a dit, si tu me filmes durant le voyage, je repars sans toi. Pour éviter les barrages de l'armée, je vais aller dans la Sierra dans une avionnette, ces petits Cessna que les narcos utilisent pour les livraisons de drogue. À l'aéroport, je passe les contrôles de sécurité sans aucun problème. Le pilote travaille pour le cartel, qui tient fermement la police et les douanes locales. Mais une fois sur la piste, le risque est tout autre. Ici, c'est l'armée qui fait les contrôles. Et les militaires, eux, ne sont pas corrompus. Si les soldats comprennent avec qui je suis et ce que je vais faire, je peux me faire arrêter immédiatement. C'est quoi ça? Ça? C'est un appareil photo. Finalement, après un contrôle sommaire, ils nous laissent partir. Donc là, je suis dans un avion affrété par le cartel et je décolle pour un ranch qui appartient à un clan du cartel dans la montagne. Voilà, on a passé les contrôles de sécurité, c'était un petit peu tendu mais c'est bon. Donc voilà, décollage et retour espéré ce soir ou demain. Le cartel est une multinationale qui vend plusieurs drogues dans le monde entier. La cocaïne, la marijuana et les drogues de synthèse. Mais son produit historique, c'est l'héroïne. C'est donc par là que je dois commencer. Cette héroïne est faite à partir du pavot cultivé sur plus de 40 000 hectares, contrôlé par les cartels dans tout le Mexique. Et avant tout ici, dans la Sierra du Sinaloa. C'est là que l'avion va se poser. Une piste clandestine de 400 mètres de long, en terre, sur la crête d'une montagne. Le risque de crash est réel. Seul un pilote chevronné peut se poser ici.
de piste, les hommes que je viens voir m'attendent. Treillis, fusil automatique. Ici, l'armée, c'est celle du cartel. Des milliers d'hommes comme eux tiennent militairement la Sierra. Bonjour. Bonjour. Le pilote ne peut pas rester. L'avion serait trop repérable. Il reviendra me chercher. C'est parti. Voilà, je suis posé. La piste d'atterrissage est un peu difficile. J'ai été accueilli par ce clan du cartel qui m'emmène sur leur ranch où je vais normalement pouvoir interviewer leur boss, leur chef, et filmer la production de drogue. Voilà, donc il y a une petite demi-heure apparemment de déplacement un peu difficile. La piste est vraiment mauvaise. Au début du XXe siècle, des immigrés chinois venus des États-Unis voisins importent la production d'opium à partir du pavot cultivé au Mexique, ici même, dans les montagnes du Sinaloa. Vite repris par les locaux, cette production décolle à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Privés de leurs approvisionnements en Asie, les USA demandent au Mexique de produire un dérivé de l'opium pour soigner leurs soldats, la morphine. La guerre du Vietnam a, elle, fait exploser la consommation du dérivé ultime de l'opium aux USA, l'héroïne, découverte par les GIs au Vietnam, puis consommée en masse par les junkies américains. Aujourd'hui encore, les cartels fournissent 85% de l'héroïne vendue aux USA. Le boss du cartel pour la zone, c'est lui. Il refuse de me parler, mais m'autorise à interviewer un de ses hommes. Ici, il y a combien de champs comme celui-là? Quelque chose comme 800 000 terrains comme celui-ci. Quel est votre rang dans le cartel? Moi, je travaille juste dans ce champ et je m'occupe de faire sécher les pavots. Nous entaillons le bourgeon de la plante pour obtenir son produit, la gomme d'opium. En réalité, la plupart des gens se consacrent à ça ici. Il y a environ 600 personnes qui travaillent avec nous. Une fois que l'opium est produit, où est-ce qu'il est envoyé? Nous vendons la gomme aux locaux. Ceux qui nous l'achètent s'occupent de l'exporter de l'autre côté de la frontière. Combien de kilos d'opium sont produits dans un champ comme celui-ci? Un terrain comme celui-ci, c'est grand. Dans ce secteur, on peut produire 600 ou 800 kilos. Depuis quand le pavot est-il cultivé dans cette région? Ça fait longtemps. J'étais enfant quand j'ai commencé à les couper. Ça doit exister depuis 1970. Votre père faisait déjà ce travail? Oui. Les villageois vivent de ça depuis toujours. Il n'y a pas d'autre boulot ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Vous pouvez me dire combien vous rapporte ce travail? Avant, on pouvait gagner un peu plus de 3 800 € par an. Mais aujourd'hui, c'est moins. Maintenant, je gagne au mieux un peu moins de 2 000 € par an si je réussis bien. 1920 €. Le salaire annuel de ce soldat du cartel, ici dans la Sierra. Le chef du clan décide finalement de me parler. Quel est votre rang dans le cartel de Sinaloa? Dans ce cartel, j'ai la responsabilité de ce secteur. Il y a environ 200 personnes. Il y a plusieurs fermes. Dans toute la région, on travaille et on produit le pavot et la marijuana. Toute la région est contrôlée par le cartel.
Parfois, l'armée vient ici? Oui, les militaires viennent souvent. Vous vous êtes déjà battu contre l'armée? Oui, je me suis déjà battu contre eux, à certaines occasions. Vous avez déjà tué des soldats? Malheureusement, oui. C'est ma vie ou la leur. Vous ne savez pas combien de soldats vous avez tués? Minimum 3 ou 4 personnes. Mais je préfère qu'on ne parle pas de ça. Je vois. C'est dangereux. Dans un groupe du cartel comme le vôtre, il y a une vraie hiérarchie? Oui, nous avons un patron. On communique avec lui par radio ou portable. Quel est votre salaire? Moi, je gagne plus ou moins 270 € par quinzaine. Plus ce que nous récoltons. Mais vous avez un travail dangereux. Oui, c'est dangereux, mais on doit le faire. Une fois dedans, on ne peut plus en sortir. Vous avez une famille? Oui, j'ai des enfants. Combien? 3. Ils vivent ici avec moi. Vous croyez en Dieu? Bien sûr que oui, je crois en Dieu. Que pensez-vous de votre activité par rapport à votre religion? Dieu est Dieu. Et nous, nous sommes ce que nous sommes. On ne plaisante pas avec ce monsieur. Vous auriez choisi quel métier si vous n'étiez pas rentré dans le cartel? Un métier d'ingénieur ou quelque chose comme ça. Mais j'aime vivre comme ça. Je préfère la sierra, la montagne. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vos enfants? Je souhaite pour mes enfants qu'ils aillent de l'avant, qu'ils étudient, qu'ils fassent quelque chose de bien. Je ne veux pas de cette vie pour eux. Vous êtes surpris de me voir ici? Oui, un peu. C'est bien de montrer la réalité des choses. La vraie vie. Ces hommes cultivent leur terre de père en fils. Ils sont très croyants. Ils sont comme des millions de paysans sud-américains, en fait. Leur salaire peut vous sembler faible, 1 900 à 6 400 € par an. Mais c'est en fait un revenu très élevé dans une région où 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, particulièrement dans les campagnes. 2. Ils ne produisent pas du maïs ou du blé, mais du pavot. 3. Ils sont armés et ils obéissent à une organisation militaire. Qui sont ces hommes? C'est très simple en fait. Ce ne sont ni des paysans, ni des miliciens. Ce sont les soldats d'une multinationale du crime qui produit et qui vend de la drogue dans le monde entier. Retour à Culiacán. Le fief du cartel est prospère. Alors que la croissance économique du Mexique est au point mort, l'État du Sinaloa affiche, lui, une croissance de plus de 6%, due bien sûr aux milliards de dollars du cartel. Sur les hauteurs, un quartier de luxueuses villas abrite les notables de Culiacán. Avocats, médecins, hommes d'affaires et bien sûr, chefs narcos. Ici, le cartel règne en maître absolu. Et il le prouve encore de façon terrible, le 17 octobre 2019. Ce jour-là, l'armée arrête l'un des fils d'El Chapo, Ovidio Guzmán, qui a repris la direction de l'organisation avec ses 2 frères depuis que leur père a été arrêté en 2016, puis extradé aux USA en 2017. En quelques heures, des centaines de soldats du cartel convergent de toute la ville et de la Sierra vers le centre de Culiacán. Ils bloquent la ville et engagent le combat avec les forces de l'ordre. Les combats font 13 morts. Encerclé par les hommes du cartel, la police reçoit l'ordre de libérer son chef. Le lendemain, le chef de l'État mexicain fera un terrible aveu d'impuissance. Cette décision a été prise pour protéger les citoyens. Car nous ne pouvons pas éteindre le feu avec le feu. Le président du Mexique, 15e puissance mondiale, capitule face au cartel de Sinaloa. Ultra-violent, le cartel tue 8 personnes par jour en moyenne sur son propre territoire. Quand un fils disparaît,
Les familles collent des affiches en ville, des avis de recherche désespérés. Quand elles ne le retrouvent pas, elles viennent le chercher ici, sur une piste, à l'extérieur de la ville. Ici, des dizaines de croix se succèdent, tous les 100 mètres. Des vers. Un corps était ici il y a encore peu de temps. Quand elles trouvent le cadavre de leur proche, avant d'aller l'enterrer ailleurs, les familles posent une croix à l'endroit où gisait son corps. À 1 kilomètre de là, les boss du cartel, eux, sont enterrés dans ce cimetière surréaliste. Le panthéon des narcos. Partout, des mausolées plus luxueux les uns que les autres. À la fois villa de luxe et église privée. Élevée à la gloire de Dieu et du narco qui y repose. J'ai vu comment le cartel cultivait des milliers d'hectares de pavots. Il faut maintenant que j'observe la suite du processus de fabrication, la transformation de l'opium en héroïne. Le cartel m'autorise à me rendre dans un village, à l'extérieur de Culiacán, pour observer cette étape clé du business. La fabrication ne se fait pas dans un laboratoire sophistiqué, mais dans une ferme. L'héroïne est un business extrême, du low cost qui dégage des profits énormes. Malgré les apparences, ici naissent des millions de dollars chaque année. Alors les hommes de ce clan protègent leur territoire. La DEA, l'agence antidrogue américaine, a une antenne à quelques kilomètres et l'armée patrouille dans la zone. Ces narcos vont me montrer comment multiplier par 15 la valeur de cet opium en 24 heures, avec des moyens dérisoires. Vous pouvez me dire ce que c'est? Des gommes d'opium. Il y a quelle quantité, là? Plus ou moins 1 kilo par gomme. Elle vient d'où, cette gomme? Ça vient de la Sierra Madre occidentale. Cet opium vient de la Sierra, où j'étais il y a quelques semaines. C'est un latex naturel, obtenu par incision de la capsule du pavot, une fois que la plante a perdu sa fleur. Ça vient d'arriver. 1 kilo, vous l'achetez à combien? Environ 360 € pour 1 kilo. Pourquoi est-ce que c'est emballé comme ça? Pour pas qu'on sente son odeur quand il est transporté. Il arrive que l'opium soit saisi par l'armée? Oui, tout le temps. Faut bien le cacher, sinon ils le confisquent. Qu'est-ce qui vous arriverait si vous étiez arrêté avec ça? Tu vas en prison. Vous êtes déjà allé en prison? Jamais, jamais. Je me suis toujours échappé en courant. On va mettre ça dans l'eau bouillante. Il mélange d'abord l'opium avec de l'eau. Coût, quelques centimes. Puis, ils ajoutent de la chaux qu'on se procure dans le commerce. Coût, 15 € le kilo.
Les vapeurs commencent à être fortes et dangereuses. Tout semble calme, mais les hommes sont constamment sur leur garde. L'armée peut arriver à tout moment. Donc là, le processus de fabrication est terminé. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut laisser reposer. Il faut que ça fermente pendant 3 heures. Après, on utilisera la presse pour obtenir de la morphine, pour après faire l'héroïne. Le tout en 3 étapes. Pause. Les narcos se rechargent en coke. Je vais leur demander de m'en ramener un peu plus. La chaleur est étouffante. Le climat idéal pour la marijuana, qui pousse naturellement dans toute la région. Deuxième étape, la presse. Le mélange est versé dans un sac de toile, lui-même placé dans une presse mécanique. Le liquide extrait est de nouveau filtré par ce drap blanc. Sans grande valeur, le substrat solide de la presse est conservé à part. Rien ne se perd. Ce résidu-là, on peut aussi le vendre. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire de la drogue synthétique avec. Pour tenir dans ces vapeurs et cette chaleur, la coke, toujours. Après 24 heures d'attente, le précieux liquide s'est précipité en une pâte mauve. Les 7 kilos d'opium ont donné 3 kilos de morphine pure. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? On prépare et on taille la morphine. Ça, ce sont les 3 kilos de morphine qui ont été faits avec les 7 kilos d'opium. On le coupe comme ça pour une meilleure absorption des liquides, car ce produit est solide. Donc il est plus dur à mélanger quand il est en un seul morceau. Si on le garde tel quel, c'est beaucoup plus dur à dissoudre. Ça pique les yeux. Oui. Quand les gens coupent la plante pour la première fois dans les champs, ils font généralement une réaction allergique. Quand ils la coupent, ils attrapent des boutons. On la met là pour la faire sécher un peu. Ça permet d'enlever de l'humidité. Et puis une fois sèche, on ajoute d'autres liquides pour faire l'héroïne. Enfile ça pour ta protection. C'est dangereux. Ok, merci. Pour cette dernière phase, en plus du masque, je dois mettre une combinaison de protection. Les acides qui vont être ajoutés à la morphine sont très dangereux. De l'anhydride acétique est mélangé à la morphine. Un puissant dérivé d'acide, normalement utilisé pour produire de l'aspirine et des produits chimiques. Comme pour la chaux, on peut en trouver facilement dans le commerce, pour 16 € le litre. Ça pique. Immédiatement, la pâte entre en ébullition, en dégageant des vapeurs très fortes.
Le mélange est ensuite chauffé plusieurs heures. C'est une odeur, ça trempe direct dans l'estomac. Transformé en un liquide brun, il est ensuite mis à refroidir dans une bassine d'eau. Ça, c'est la meilleure héroïne qui existe. La reine des reines. La toute première formule trouvée à partir de la plante. Personne n'est venu filmer ça avant vous. Vous êtes le premier à avoir vu tout le processus. Je peux toucher ? À la fin du processus, 1 kg d'héroïne brune, pure à 100%. Prix à la revente, 41 000 €. On récapitule ? Pour produire 1 kg d'héroïne, les narcos utilisent 7 kg d'opium. Coût 2550 €. Ils les transforment en 3 kg de morphine, en ajoutant de l'eau, de la chaux et en pressant le mélange. Coût maximum salaire compris, 85 €. Dernière phase pour arriver à l'héroïne, séchage au soleil, mélange avec de l'anhydride acétique, cuisson au réchaud à gaz, coût maximum salaire compris, 85 €. Ça veut dire que la production d'1 kg d'héroïne pure revient pour le cartel à 2635 €. Oui, mais la vente de ce même kilo d'héroïne rapporte au cartel plus de 41 000 €, ce qui dégage une marge de 1560%. Magique ? Non. Cela tient au fait que la production et la transformation de la drogue sont effectuées au Mexique, mais que la consommation de cette drogue, elle, se fait aux États-Unis. Le profit s'obtient donc par l'export. C'est là qu'est le cœur du business model du cartel. Et c'est ça qu'il faut maintenant aller observer sur le terrain. Non plus sur l'héroïne, mais sur les autres blockbusters du cartel. Les drogues de synthèse et la cocaïne. Le cartel exporte de la cocaïne dans le monde entier, y compris en France. Comme en novembre 2019, quand des centaines de kilos de cocaïne se sont échoués sur les plages de l'Atlantique. J'ai observé la production et la transformation de drogue par le cartel. Je dois maintenant comprendre la troisième phase du business, l'export. Pour ça, il faut que j'accède à un échelon supérieur de l'organigramme du cartel. Après des jours de négociations par mes contacts, un manager accepte de m'expliquer. À 30 ans, cet homme est dans le top 20 des narcos de Culiacán. La rencontre est risquée. Ces hommes nous emmènent dans l'une des planques de son groupe en ville. Je dois attendre leur autorisation pour filmer. Ce que craignent les gardes du corps du boss, c'est l'attaque d'un autre groupe. Bien, ben là je suis avec un chef du cartel de Culiacán, l'un des chefs de clan, qui a accepté de me parler, donc j'ai essayé de faire une interview. Il m'a promis une trentaine de minutes et il a accepté de répondre à mes questions. Voilà, il est entouré de quelques-uns de ses hommes. On verra ce que ça donne. Le cartel est une organisation ultra-violente. Il est en guerre avec ses concurrents et ses propres clans s'affrontent souvent entre eux. Chaque année, des dizaines de ses membres s'entretuent à l'arme de guerre. Si ce boss accepte de me parler malgré les risques, c'est parce qu'au-dessus de lui, ses chefs à Culiacán ont compris que je m'intéressais à l'économie de leur organisation et qu'ils veulent me montrer que le cartel est d'abord une entreprise. Je suis un trafiquant de drogue parmi d'autres. Je m'occupe surtout de la vente et de l'exportation. Mes premières questions sont techniques. Vous vendez quelle quantité pour chaque drogue ? Le cristal, on en vend 6 à 9 kilos par semaine.
La marijuana, c'est 100 kilos en moyenne par semaine. L'héroïne, c'est un peu moins car c'est plus cher. On en vend à peu près 5 kilos par semaine. Quel est le prix d'un kilo de cocaïne vendu ici à Culiacán et le prix d'un kilo de cocaïne vendu à New York? À Culiacán, un kilo se vend 9 000 €, soit environ 10 000 $. À l'étranger, ça dépend, car les taux varient. Ça tourne entre 90 000 et 100 000 €. C'est un bon business. C'est le meilleur business, la cocaïne. Où achetez-vous cette cocaïne? La cocaïne vient des pays sud-américains. Nous avons des contacts en Colombie, au Panama. 3 jours avant cette interview, j'ai été autorisé à filmer l'un des innombrables laboratoires clandestins dans lesquels le cartel conditionne la cocaïne une fois qu'il l'a importée. Une maison banale, en plein centre-ville, où des narcos travaillent toutes les nuits. C'est ici que la marche du cartel décolle. Bien, là, je suis dans un laboratoire de fabrication de cocaïne. Alors, il fait très chaud, c'est difficile de travailler parce que les odeurs de produits chimiques sont vraiment très présentes. Donc je vais essayer d'observer autant que je peux. Chargé à la cocaïne pure, ce trafiquant va me donner un cours d'économie de la drogue. Il commence par mélanger la poudre avec de l'acétone. Il y a quelle quantité de produit là? Là, il y en a pour 1 kilo. La cocaïne pure. On va préparer les paquets pour les envoyer à New York. Les clients, ils la veulent en bloc, en carré, comme ça. Si elle est en poudre, comme celle-ci, ils pensent que c'est pas de la bonne qualité. Là, on met du liquide pour faciliter le pressage. Elle va devenir une pâte crémeuse. Ensuite, on la presse et on la passe au micro-ondes pour qu'elle garde la forme. Après, le client, il voit ce qu'il préfère en faire. Il peut faire 2 blocs à partir d'un seul, à 50%. Ici, elle est pure à 98 ou 99%. Après, il faut la faire sécher pendant 4 minutes. Quel est votre salaire? C'est 450 € par nuit. Le cartel ne réalise donc que la phase finale de la fabrication, le conditionnement de la coke selon le packaging désiré par ses clients. En plus de la coke, ce labo produit aussi du fentanyl, une drogue de synthèse dont la consommation explose en Amérique du Nord, où elle tue 30 000 personnes par an. Ça, c'est la pastille M30, le fentanyl, 30 fois plus puissante que l'héroïne. Où vendez-vous ce fentanyl? Il se vend à Los Angeles. Ici, un comprimé comme ça vaut 1,50 €. À Los Angeles, il vaut 3,50 €. À New York, ça vaut 6,50 €. Mais il y a beaucoup de gens qui sont morts parce que la formule a été beaucoup trop forte. Avec le temps, ils ont réduit la dose pour arriver à cette formule. Ce comprimé-là, c'est la formule parfaite. Il y a des gens qui le broient pour le sniffer.
d'autres qui l'avalent et d'autres qui se le mettent dans l'anus. À l'origine, le fentanyl est un médicament, un analgésique opioïde créé dans les années 50. Mais comme tous les opioïdes, il peut aussi être utilisé comme une drogue. 30 fois plus fort que l'héroïne, avec une dépendance très forte et immédiate chez ses consommateurs, c'est le produit idéal pour le cartel. Avant nous, les Mexicains, on vivait de la culture de la marijuana dans la Sierra. Aujourd'hui, la marijuana et le pavo ont vu leur prix chuter parce que ce sont les États-Unis qui la produisent et qui ont le monopole du business. Le fentanyl a remplacé le pavo. Produit avec des moyens dérisoires, ce kilo de coke acheté 1 000 $ à ses producteurs sera revendu entre 3 et 10 fois sa valeur à des mafias étrangères qui, elles, n'ont pas d'accès direct au produit. C'est là que le profit explose. Le trafic de la cocaïne, c'est du low cost, avec une rentabilité extrême. Vous travaillez avec quelles organisations étrangères? Je ne peux pas répondre à cette question. Le sujet est trop sensible. Il ne veut pas donner les noms des mafias étrangères qui sont ses clients. Je ne dois pas aller trop loin. Pour lui, comme pour moi, l'interview peut s'arrêter là. Vous craignez la police ou pas? Non, pas la police. On risque rien avec elle. On lui donne de l'argent. On essaye d'éviter les conflits avec la marine ou l'armée. La police, elle veut juste de l'argent. Chaque année, combien gagne votre groupe? Par an, on gagne minimum 10 à 15 millions. Quels sont vos coûts? Si je gagne, disons, 40 000 €, je dois payer tous les gens qui travaillent pour moi. Je dois payer le camionneur, celui qui achemine la marchandise. Je dois payer la police pour ne pas qu'il bloque la route. Mais au final, c'est mon patron et moi qui gagnons le plus. Vous avez des concurrents? Oui, il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de cartels. Et chacun veut être le seul fournisseur. Donc nous, on se bat. On se bat comme on peut pour être les seuls. C'est compliqué d'être à la fois un des boss du cartel de Sinaloa et de croire en Dieu? Je crois en Dieu. Mais j'ai toujours été sûr de ce que je voulais faire. On pense parfois que c'est mal ce que nous faisons. Mais on a tous faim. Il y a un dicton à Sinaloa qui dit « La faim est une salope ». Business extrême. Ces hommes sont prêts à tout pour vendre la drogue du cartel. 3 semaines après cet entretien, ce chef et 10 de ses hommes seront tués dans un affrontement avec un autre clan de l'organisation, en plein cœur de Culiacán. Les narcos du cartel sont riches, mais beaucoup meurent avant 30 ans. La magie de ce business tient donc dans l'export. C'est là que la marge explose. L'export, c'est 2 phases, le transport et le stockage. Et il faut que je comprenne les deux. Après 5 tentatives avortées, j'obtiens enfin l'accord pour assister à une étape clé de l'export du trafic. Un chargement de cocaïne par une avionnette. Les petits avions que le cartel utilise pour la logistique de la drogue. Ça, c'est la piste d'atterrissage, Bertrand. Il va atterrir là. Nous, on va arriver par là. Et lui de là. Assister à ce type d'opération des narcos est très rare et risqué. Un de mes contacts au sein du cartel est déjà sur place, mais je dois attendre l'autorisation de l'échelon supérieur. Feu vert, je fonce sur place. On ne connaît pas la destination finale.
L'équipe du cartel en charge de l'opération nous guide à distance, de point GPS en point GPS, pour vérifier que nous ne sommes pas suivis. Allô? Je suis sur la 300 là. La première sortie, tu me dis? On voit une station-service sur la droite. Nous approchons de la zone. 2 pick-up du cartel nous dépassent pour vérifier que la route est claire et nous guider de point en point jusqu'à la piste de l'avion. Ne filme pas les 2 pick-up blancs derrière nous, Manolo. Ils vont nous dépasser, ne les filme pas. Ils vont passer par là et nous par là-bas, pour pas arriver ensemble. Alors, tu m'as envoyé ta position? Je vais où? Oui, je vais par là? Ah, tu me vois en face? C'est bon. Tout est OK? Oui, ça va. On arrive bientôt. Ici, vous ne pouvez plus filmer, OK? Le point de rendez-vous est ici. Une piste sommaire, au milieu de nulle part, utilisée par les avions qui font de l'épandage agricole. La cargaison est déjà là. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs? De la cocaïne. Combien de kilos? 40 kilos par sac. Et où vont-ils? Mexicali. Quel est le prix de ça? 235 000 € environ. Là-dedans. Oui. C'est dangereux pour vous de faire ce boulot? Oui, très dangereux. Quel est votre salaire quand vous faites ce travail? Environ 1200 €. Donc c'est un bon boulot. Combien de livraisons sont effectuées chaque semaine dans cette région? Une dizaine par semaine. Ça varie en fonction de la météo et si les autorités nous laissent travailler. D'où arrive l'avion? L'avion vient de Mexicali. Il arrive ici et retourne là-bas. Ensuite, la coke traverse la frontière vers les États-Unis. On y va! Allez vite, on se casse! Ici, quand l'avion décolle, les militaires débarquent. L'avion a été repéré par l'armée. Il faut partir au plus vite. Allez, on y va! Allez! Ça va, ça s'est bien passé avec l'avion? L'avion! Parfois ici, les radars détectent les atterrissages. Elle est où? L'armée, elle va peut-être arriver. Bien, là je rentre de la livraison de cocaïne dans l'avion. C'est un peu tendu parce que l'armée est en train d'arriver. Donc on doit partir vite. Voilà, j'ai pu observer ce que je souhaitais. Là maintenant, il faut qu'on dégage rapidement en sécurité. Mexicali. C'est là que l'avionnetta repartait avec la cocaïne. Un véritable hub logistique par lequel le cartel fait passer des tonnes de drogue chaque mois vers les USA. De l'autre côté de cette grille, c'est le premier marché de consommation de drogue au monde, les États-Unis. C'est donc ici que les drogues sont stockées, avant de passer par voiture, par camion ou à pied par des tunnels clandestins. Un responsable logistique du cartel à Mexicali accepte de m'expliquer cette dernière étape du transport de la drogue. Bonjour. Enchanté.
Vous avez quelle quantité de drogue là? La méthamphétamine, il y a 20 kilos. Les pilules de M30, 5000 à peu près. Et du fentanyl, 1,5 kilo. Combien vaut toute cette drogue? Là, il y a 1 kilo de méthamphétamine. Ça coûte environ 400 €. Ce fentanyl là, c'est 8000 € le kilo. Et les pilules, c'est 2,50 € chacune. En tout, là, il y en a environ pour 80 000 €. C'est possible de voir à quoi ressemblent ces drogues? Oui, bien sûr. Ça, c'est la méthamphétamine. Le cristal. Nom de code pour les narcos, Duck, le canard, en référence au signe de la marque de bijoux en cristal, Swarovski. La plus puissante des méthamphétamines, consommée par 15 millions de personnes aux USA. Ça, c'est du fentanyl, M30. Et où vont-elles? Aux États-Unis. Quelle quantité de drogue stockez-vous chaque semaine dans cette maison? Je stocke parfois 500 kilos ou 300, 400 kilos par semaine. Quand est-ce que c'est envoyé aux États-Unis, ça? On espère dans 3-4 jours. Quelle est votre position dans le cartel de Sinaloa? Mon travail, c'est d'aller chercher la drogue et de la redonner à quelqu'un qui va l'acheminer aux États-Unis. C'est ça ma position dans le cartel. Le premier boulot dans ce business, c'est tueur. Après, j'ai été transporteur de marchandises et maintenant, je vais chercher de la drogue pour la retransmettre à un autre livreur. Quel est votre salaire? Plus ou moins 2500 € par semaine. Vous avez déjà été arrêté? Ouais. La police ne vous a pas gardé? Si, la police m'a gardé, mais pas en prison. Avec un avocat, j'ai trouvé un arrangement. La production, la transformation et l'export de la drogue, vous avez vu que tout cela était compliqué et dangereux. Les narcos ne font donc pas ça pour la beauté du geste. Ils le font pour l'argent. Pour dégager de l'argent, le trafic repose sur une phase ultime, la vente. C'est donc cela qu'il faut maintenant aller comprendre. Toujours avec la même stratégie. Aller observer sur le terrain et se faire expliquer cette dernière phase par les seuls qui puissent le faire vraiment, les narcos eux-mêmes. J'ai pu rencontrer l'un des hommes du cartel en charge des ventes de drogue vers l'Europe. Il a accepté de m'expliquer comment cette dernière phase fonctionnait. Et ce n'est pas n'importe qui. Vous vous souvenez des tonnes de cocaïne qui se sont échouées sur les plages en France et en Espagne? Eh bien, c'était lui. Ma rencontre avec cet homme va en effet m'éclairer sur ce qu'il s'est passé sur les côtes françaises. D'où viennent les centaines de kilos de cocaïne qui s'échouent depuis plusieurs semaines sur la côte atlantique depuis la mi-octobre? Novembre 2019. De la Bretagne au Pays Basque, cela fait maintenant un mois qu'une marée blanche de cocaïne se déverse sur les plages françaises. Les forces de l'ordre n'ont pas d'explication sur la présence de ces paquets de cocaïne. Quant aux médias, ils constatent l'ampleur du phénomène. Près de 800 kilos retrouvés échoués en moins d'un mois. La drogue serait tombée d'un bateau. Mais d'où provenait-il? Personne ne le sait. Retour à Culiacán. Pour aller plus loin, il faut que je rencontre le dernier maillon du trafic, les forces de vente du cartel. Ceux qui concluent les contrats avec les clients à l'étranger. L'un des principaux vendeurs de la drogue du cartel en Europe accepte de me parler. Lui aussi est un cadre important du cartel. C'est un commercial de haut vol. Je sais qu'il a pris part à la livraison de la cocaïne échouée sur les plages françaises. Ces hommes parlent très rarement. Cette rencontre est risquée. S'il accepte de me parler, c'est parce qu'il est fier de son business et de sa position. Le rendez-vous est fixé en lieu sûr, loin de Culiacán. Tiens, bâtard. Ce tigre marque la puissance de cet homme. Plus qu'une montre de luxe ou une voiture de sport. S'afficher avec des fauves comme animal de compagnie, c'est l'apanage des gros narcos du cartel.
Vous pouvez me donner votre fonction dans le cartel? Je suis l'intermédiaire entre les gens du cartel d'ici, l'Europe et la Colombie. Et vous êtes chargé de la vente d'un produit en particulier? Le cristal, la méthamphétamine, c'est ce qui est le plus demandé là-bas, avec la cocaïne. Dans quel pays vendez-vous ces produits en Europe? À Paris, Amsterdam et Madrid. Ce sont des personnes indépendantes en France qui l'achètent. Et ensuite, ils se chargent de la distribution. Quelle quantité de ces deux produits vendez-vous en Europe en un an? En une année, je ne sais pas vraiment. Mais mensuellement, on fait traverser 200 à 300 kilos de cristal. La cocaïne, c'est environ 1 tonne par mois. Cette cocaïne est tombée d'un bateau et a été retrouvée sur les plages des côtes atlantiques françaises. Est-ce que c'est votre cargaison? Exactement. La drogue est tombée dans la mer. On l'a perdue, mais on va essayer de récupérer quelques kilos. Pour me le prouver, il me fait écouter les messages qu'il échange avec son client sur WhatsApp. Comment ça va, monsieur? J'ai des mauvaises nouvelles ici. Il y a quelques problèmes avec la marchandise qui est partie vers l'Europe. Un grand bateau qui transportait la marchandise s'est fait surprendre par la douane. Alors ils ont jeté les paquets à la mer. Mais ça m'a l'air bizarre, non? Il y a plus de 2 tonnes. Il y a 2500 kilos. La marchandise est en train de s'échouer sur les côtes françaises. Tous les jours, il en arrive. Sur les côtes bretonnes, près de l'Angleterre. Donc c'est un gros problème pour vous. On a perdu beaucoup d'argent, beaucoup d'euros perdus, des milliers d'euros. Le paiement s'effectue lorsque la drogue est livrée. Combien un intermédiaire du cartel comme vous est-il payé? Il faut prendre en compte qu'il y a plusieurs intermédiaires. Mais si on a un bon client, on gagne entre 800 et 1000 euros par kilo. Donc c'est un bon business. Oui, pas besoin d'investissement, seulement des contacts. Mais il ne vend pas que de la coke. Son client veut tester le cristal sur son marché en Europe. La méthamphétamine Star vendue par les cartels mexicains aux USA. Tu sais, le cristal, le Swarovski. Et je connais pas mal de gens qui voudraient le tester. Ils ont un point de vente et ils sont même prêts à en offrir pendant 1 semaine ou 2 ou 3 jours aux toxicomanes pour qu'ils deviennent accros. Et comme savoir si ça marche. Mais je leur ai dit bien sûr que ça fonctionnerait, parce que cette drogue est plus forte et plus addictive que le bazuco. Le plus important, c'est qu'on en parle ensemble quand je viendrai au Mexique. On peut faire de bonnes affaires ensemble. Vous allez faire ce travail longtemps encore dans le cartel? Tant qu'il y a de l'argent à se faire et que je peux, je continuerai. On vous a déjà tiré dessus? Oui, on m'a déjà tiré dessus. Pour voler de la marchandise, pour éviter de payer leurs dettes. Des malins. Mais ils n'ont pas réussi. Je suis encore vivant. Mais un jour, vous arrêterez. Peut-être que oui, peut-être que non, qui sait. J'ai d'autres activités. L'homme décide de mettre fin à notre entretien. Il estime en avoir assez dit pour le moment. Après des semaines d'enquête sur le territoire du cartel, j'ai pu observer comment son business fonctionnait, de la production jusqu'à la vente. Le commercial du cartel m'a promis de me recontacter. 1 mois plus tard, j'ai pu de nouveau le rencontrer au Mexique. Il a accepté de m'en dire plus sur le marché européen et sur la façon dont il fait passer les frontières à la drogue. La dernière fois, vous m'avez parlé d'un problème avec 2 tonnes de cocaïne que vous deviez livrer en Europe.
parce que cette drogue avait été perdue en pleine mer. Ce problème est résolu ou pas? Oui, on en a récupéré une partie. L'autre partie, on l'a perdue soit dans la mer, soit c'est la police qui l'a récupérée, parce qu'elle était aussi à la recherche de cette cargaison. Mais pour nous, cette histoire est réglée. Ça fait partie du business. Parfois on perd, parfois on gagne. Et cette fois-ci, on a perdu. À quel prix vendez-vous 1 kilo de cocaïne à vos clients? Entre 55 000 et 60 000 euros. Et à quel prix achetez-vous ce même kilo de cocaïne à vos fournisseurs en Colombie? Environ 850 euros. Mais le problème n'est pas tant le coût d'achat. Ce qui coûte, c'est le transport. Faire passer la drogue avec tous les risques que cela implique. Transporter 1 kilo du Mexique jusqu'en Europe, ça coûte 15 000 euros. Mais pourquoi? D'où vient ce coût? Il faut payer le transport aérien, les agents de douane, les policiers, tout ce qui doit être magouillé. Est-ce que vous corrompez les douanes et la police seulement au Mexique ou aussi dans d'autres pays? Partout, aussi bien ici que là-bas. Vous voulez dire que vous corrompez les pouvoirs publics en Europe? Bien sûr, sans ça, ce serait impossible d'introduire de la drogue. En France, à Londres, aux Pays-Bas aussi. Les agents portuaires, les autorités portuaires, la police antidrogue, ils sont tous chargés de vérifier les conteneurs. On récapitule? Les narcos achètent 1 kilo de cocaïne pure en Colombie à 850 euros. Une fois qu'il est passé au Mexique, le prix du kilo monte à 9 000 euros. Une fois passé en Europe, le prix de ce kilo est de 57 500 euros. La cocaïne consommée en Europe est coupée à 40%, ce qui permet aux narcos de transformer 1 kilo de cocaïne en 1,4 kg de cocaïne, ce qui fait passer la valeur finale d'1 kilo de cocaïne à 91 000 euros. Attention, le coût du transport et de la corruption entre le Mexique et l'Europe est de 15 000 euros. Les marges sont donc inférieures. Mais à la fin du processus, le trafic d'1 kilo de cocaïne génère pour le cartel un profit de 8 900%. Mais l'argent du cartel n'est pas utilisable en tant que tel. Pour le rendre utilisable, le cartel doit transformer son cash criminel en argent légal, le blanchiment d'argent. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous blanchissez l'argent du cartel de Sinaloa? Premièrement, comment le cartel est-il payé? Et comment est-ce que vous transformez votre cash en argent placé sur des comptes en banque? Vous pouvez m'expliquer? Avant, le paiement se faisait en cash. Maintenant, on ne veut plus faire ça. On a perdu beaucoup trop d'argent de cette manière. On a dû trouver d'autres moyens. Maintenant, ça se fait via des entreprises, via des bitcoins, via l'achat d'or, via des entreprises qui gèrent beaucoup de capitaux. Vous pouvez m'expliquer comment fonctionnent ces transferts d'argent via des entreprises? Il y a des gens, des entreprises, par exemple des entreprises minières, des entreprises basées en Europe. Et nous, on s'associe avec eux comme des investisseurs. On achète des actions de ces entreprises et là, ils peuvent nous transférer de l'argent. Ils se chargent d'effectuer les virements d'argent vers le Mexique sous couvert de l'entreprise. Qui reçoit l'argent dans le cartel? Comment ça marche? Quand on reçoit cet argent au Mexique, on crée des entreprises fantômes qui n'existent pas, uniquement pour recevoir cet argent. L'argent arrive dans ces sociétés et puis il est redistribué à tout un tas de personnes. Et une fois l'argent distribué, ces entreprises disparaissent. Comment est-ce que vous blanchissez l'argent au Mexique? Comment est-ce que vous lavez l'argent? Quand l'argent arrive dans les entreprises au Mexique, on l'utilise pour acheter de l'immobilier, des commerces, des entreprises. On achète des bâtiments, des terrains, des centres commerciaux, des hôtels, des choses comme ça, énormes.
Ça nous permet de transférer de gros montants d'argent sans être tracés. Et l'argent est blanchi. Selon vous, quel est le marché du futur pour le cartel de Sinaloa? L'Europe, définitivement. Ça nous coûte plus cher, c'est plus compliqué d'arriver jusque là-bas, mais la consommation est très importante en Europe. Et c'est bien payé. Aux États-Unis, les Mexicains sont plus surveillés parce que les Américains veulent le monopole. Ils veulent être les narcos. Mais ça veut dire que toutes ces drogues, elles vont faire beaucoup de victimes en Europe. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Les drogues ne tuent pas. C'est l'excès qui tue, comme le tabac, la bière, n'importe quoi tue. Ces drogues ne sont que des plantes, ce n'est pas du poison. Le tabac tue aussi et on en vend partout. Tout ce que tu fais par excès peut finir par te tuer. Il ne perçoit même plus la gravité de son crime. Je veux lui poser une dernière question sensible. Est-ce que d'autres cartels vendent de la drogue et de la cocaïne en Europe? Oui, il y a beaucoup de cartels qui font rentrer de la cocaïne en Europe. Beaucoup de Colombiens, des Péruviens. Il y a beaucoup de cartels. Ça rentre aussi beaucoup par l'Espagne. Et les gens en consomment de plus en plus. Ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. Tout est une question d'offre et de demande. Si quelqu'un sur la Lune m'en demande, j'achète une fusée pour y aller. Business extrême. De nouveaux marchés. Des drogues qui chaque année tuent des dizaines de milliers de personnes. Des milliards de dollars de chiffre d'affaires et des marges énormes. L'avidité du cartel n'a pas de limite. Après avoir saturé le marché américain, le cartel se lance à la conquête de l'Europe.